Bonjour à tous et bienvenue dans le Leuchtschental pour cette nouvelle vidéo. Je suis ici à Goppenstein et je vais vous présenter un peu plus en détail l'histoire des mines de plomb. Alors, j'ai décidé de dévoiler la localisation de ce lieu car ça peut servir pour comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé ici à Goppenstein. Alors s'il vous plaît, respectez ce lieu, ne détruisez rien si vous y venez. L'usine de traitement qu'on trouve ici au-dessus, sur laquelle je vais me rendre aujourd'hui encore, est unique en Suisse. Alors c'est vraiment super important de garder ce lieu. Même s'il est déjà en très mauvais état, il faut préserver le plus possible. Merci à vous de respecter cela. Donc on va reprendre l'histoire depuis le début. Alors il y a probablement des gisements qui ont été recensés ici dès l'âge du bronze. À l'époque des Celtes aussi, on suppose qu'il y avait une exploitation. Le nom même de la vallée il viendrait de Ludio. En celte, ça signifie plomb. Dès le Moyen-Âge, en 1474, nous retrouvons un document qui témoigne d'une activité minière ici. Alors les conditions étaient très difficiles. Il y a probablement très peu de minerais qui ont été extraits. La vallée était très peu accessible. Il y avait des très grands risques de chute de pierre et d'avalanche. En hiver, on ne pouvait pas venir ici. Et en plus de ça, il y avait probablement aussi une histoire de maîtrise des techniques qui n'était pas encore au point. Ce n'est finalement qu'au XVIIe siècle que l'exploitation prend de l'ampleur. On installe ici dans la vallée des fours et des bocards, donc des machines pour concasser le minerai. Et il y avait vraisemblablement une bonne exploitation à cette période. Au XVIIIe siècle, l'arrivée de l'explosif permet de faciliter le travail pour creuser les galeries. Et au XIXe siècle, la construction de la route reliant Gampelsteg à Goppenstein permet de désenclaver la vallée, ce qui facilite du coup le transport des minerais jusqu'à la vallée du Rhône. On avait construit à l'époque à Steg des usines de traitement pour le minerai des fours en fait. Il faut dire que les conditions de travail ici sont rudes. On est à 1300 mètres d'altitude, les galeries exploitées se trouvent 500 mètres au-dessus à 1800 mètres. Jusqu'en 1856, on descendait tout le minerai à traîneau. Après, on a installé un conduit de 1,2 km de long qui permettait de faire descendre le minerai depuis les galeries jusqu'aux usines de traitement ici à Goppenstein. Je vous laisse un peu imaginer avec la déclivité du terrain ce que ça devait représenter. Tout ça fait que l'exploitation de ces mines n'a jamais été vraiment rentable et du coup la société des mines de plomb argentifère de Leuchtschental fait faillite. En 1890, il y a un incendie qui détruit le village de Gampelsteg et toutes les usines partent en fumée. En 1897, un Allemand reprend la mine, il s'appelait Richard Tibel et son but était de déplacer le gisement, l'exploitation à 1300 mètres d'altitude pour que ce soit plus facile à exploiter, quoi. Il a donc creusé une galerie à 1300 mètres d'altitude, la Tibelstollen, que j'ai déjà visité dans une de mes précédentes vidéos. Mais ce n'est pas tout. Un autre ingénieur, qui était en fait le directeur de la société à cette époque-là, a creusé une seconde galerie, la Dahlstollen. C'est aussi la galerie que j'ai visitée dans ma dernière vidéo sur les mines de plomb ici. Et ils ont fait différentes prospections dans le coin par ici afin de trouver des gisements plus accessibles que ceux placés à 1800 mètres d'altitude. Donc maintenant on va aller traverser la Lonza, la rivière, pour rejoindre l'une des galeries qui devrait se trouver par là-bas en face. Donc on va descendre dans le terrain et on va essayer de trouver quelque chose. C'est parti! La rivière était utilisée aussi pour alimenter les installations des usines ici, autant à Goppenstein qu'en bas à Steg, dans l'usine du 19e siècle. Et effectivement, on voit qu'il y a un bon courant. Il y a un bon courant. Richard Tibel a voulu créer une grande exploitation ici à 1300 mètres d'altitude. Il a creusé une galerie en bas et d'autres 300 mètres au-dessus. Donc c'est certainement les débris de l'une de ces excavations qu'on trouve ici. On voit qu'il y a d'ailleurs des déchets de ferraille ici. C'est sans doute tous des trucs qui ont servi pendant la période d'exploitation là-haut. Si je vous montre ici encore, on a des déchets là en bas. On a un espèce de mur même ici. Vous voyez? Et là on a une pauvre bête qui n'a pas survécu
à une chute, j'imagine. Vous voyez, il y a même un espèce de chemin ici. On va longer ça pour voir si ça nous mène quelque part. Regardez les vieilles poutres. Avec le clou ici. Alors, je sais pas où on arrive là. Mais c'est en tout cas pas une mine. Il y a une barrière toute récente ici. Un bâtiment qui n'a rien à voir avec une mine. Alors c'est possible que le chemin continue plus haut, mais j'avais initialement pas prévu d'aller chercher ces galeries à 300 mètres au-dessus. Donc je vais redescendre sur le Martisgraben, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette galerie creusée par Tibel. Donc là on a un peu des débris de rochers. Je suis pas très loin de la localisation. Je sais pas exactement où ça se trouve, peut-être qu'il n'y a plus rien. On va regarder ça. Alors là derrière il y a plein de cailloux. Mais ça n'a rien à voir avec la mine, c'est tous des rochers qui sont tombés. Je suis allé un peu trop loin à mon avis. Faut dire que c'est un terrain qui bouge beaucoup. Du coup peut-être la galerie s'est effondrée. Je vais regarder un peu plus bas là-bas. Mais comme je vous ai dit, ici c'était vraiment le but de Richard Tibel, c'était de faire une grande exploitation sur la rive droite de la Lonza également, avec les galeries qui ont été creusées aussi au-dessus, dont je vous ai parlé avant. Beaucoup de rochers, de cailloux, mais toujours pas de traces de galeries ici. Ah, peut-être que j'ai trouvé quelque chose. Bon, alors c'est que un creux dans le terrain, mais ça m'a interpellé. Je pense pas qu'il y ait eu un truc effondré ici. Mais on va regarder juste là à côté. Il y a encore quelque chose d'intéressant. Je crois que c'est juste un gros caillou. Oui, en effet, rien d'extraordinaire ici. Ah, quoique. Est-ce que... Non, je pense pas que ce soit ça. Ouais, alors là, franchement, je ne trouve rien du tout. Rien du tout. Alors bon, c'est une excavation qui date du début du XXe siècle. Et ici, le terrain, il bouge beaucoup, comme j'ai déjà dit. Donc voilà, ça a peut-être tout simplement disparu. Donc, je vais retraverser la Lonza. Regardez un peu ici, de la ferraille. Peut-être un vestige de la mine, on ne sait pas. Ouh. Ah bah c'est pas chaud. Beau courant, hein. Il y a du beau courant. Regardez ici de nouveau, il y a un espèce de ferraille. Bon, ça vient peut-être d'ailleurs, hein. Plein de déchets qui descendent ici dans le lit de la rivière. Il y a une bouteille en PET par exemple, mais le rail là c'est quand même intriguant, vraiment. J'ai maintenant quitté la rive droite, là où j'espérais trouver une galerie. Il faut savoir que Richard Tibel avait des grands projets pour exploiter le minerai sur la rive droite, mais cela ne s'est jamais fait. Les efforts se sont concentrés sur la rive gauche, et c'est justement sur celle-ci qu'a été installée une immense usine de traitement qu'on va aller voir maintenant. Ah, c'est un peu grandir qu'on peut visiter encore cette usine. Vous observez derrière moi des murs. Eh bien l'usine en fait a été démolie en 1930 après quelques années d'abandon. Donc ce qu'on trouve ici c'est des vestiges de cette usine de traitement. C'était un immense complexe qui pouvait traiter jusqu'à 100 tonnes par jour. Monsieur Tibel avait vraiment vu les choses en grand, il comptait vraiment sur l'exploitation ici. Pour reprendre l'histoire dans l'ordre, en 1902, la société Helvetia est fondée et chargée d'exploiter les mines ici à Goppenstein. Elle a construit cette énorme usine pour pouvoir exploiter le gisement sur la rive gauche de la Lonza. Et plusieurs travaux de construction et de déblayement ont été faits dans les galeries en haut à 1800 mètres d'altitude pour pouvoir réexploiter ces galeries qui ont été délaissées depuis un certain nombre d'années.
Donc on voit encore aujourd'hui ces vestiges de murs. Vous voyez un petit peu ici les débris de l'usine. On a encore des vis, des boulons. Waouh! Bon, cette usine, elle a été construite près de la Lonza. Et il faut savoir que les galeries, elles sont plus de 150 mètres au-dessus, là-bas, dans la forêt. Alors, comment est-ce qu'on faisait pour acheminer le minerai jusqu'ici? Eh bien, on avait construit un téléphérique qui menait depuis la Dallstollen, donc la deuxième galerie que j'ai visitée la dernière fois. On va retourner après à l'endroit. Le téléphérique partait de la Dallstollen et descendait jusqu'ici, à l'usine de traitement. C'était une installation innovante à l'époque. On avait vraiment des machines très perfectionnées pour pouvoir rentabiliser au maximum ici l'exploitation des mines. En fait, c'est un véritable complexe minier qui était envisagé ici. On voulait exploiter les galeries à 1800 mètres d'altitude, faire descendre le minerai à l'intérieur de la montagne pour l'amener jusqu'à la Tiebelstollen. De la Tiebelstollen, il y avait un conduit qui permettait de rejoindre la Dallstollen et de la Dallstollen, on pouvait amener jusqu'à l'usine via le téléphérique. C'était vraiment un système ingénieux qui a été réfléchi, mais malheureusement les investissements engagés ici à Goppenstein ont été beaucoup trop importants par rapport aux réserves minières et aux gisements qu'on pouvait exploiter ici, et du coup la société Helvetia s'est retrouvée en difficulté. En 1905, 3 ans après sa mise en service, l'usine ne peut pas tourner à plein régime. Les installations sont beaucoup trop importantes par rapport au minerai qui peut être excavé de la montagne. Et du coup, en 1907, la société ferme définitivement. L'usine arrête sa production et tout est laissé à l'abandon. Elle servira d'ailleurs d'étable pour les agriculteurs de la vallée pendant un certain temps avant d'être démolie dans les années 30. Nouvelle fois, les efforts engagés et surtout les investissements ont été surestimés, c'était vraiment démesuré par rapport à ce qu'on pouvait vraiment extraire de la montagne. Et c'est ainsi que cette nouvelle période d'exploitation prend fin. En 1909, la compagnie de chemin de fer BLS reprend la concession de la mine. En effet, la construction du tunnel du Lötschberg et de la ligne du Simplon bat son plein et il faut loger les quelques 3500 ouvriers qui travaillent sur le site. Les cabanes minières sont utilisées à cet effet, mais à la fin du chantier du tunnel, personne ne veut reprendre la concession de la mine, l'exploitation, et du coup tout ça retombe à l'abandon. Il n'y a par la suite pas eu d'exploitation pendant la Première Guerre mondiale. Le souvenir de la faillite de la société Helvetia était encore beaucoup trop marqué. Et cette société, on n'a pas fini d'en parler puisque maintenant nous allons monter là-bas en haut, là où ont été effectuées des prospections par l'ingénieur Tiebel en vue d'exploiter le gisement ici sur la rive gauche. Je crois qu'on n'est pas trop mal avec ça. Je ne sais pas si c'est ça, mais là-bas il y a une sorte de vieille porte. On va aller jeter un coup d'œil dedans, voir si ça mène quelque part. Alors ça c'est évidemment bien plus récent. Ça date pas de 1907. Ce qui nous intéresse, nous, c'est là en face. Cette espèce de vieille porte. Je ne sais même pas si on arrive à la tirer. Ça va être compliqué. Bon, ça y est, c'est parti. On peut aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Donc ça, c'était la galerie de prospection de Richard Tiebel. Il y a encore un puits là-haut. Ça va pas très loin à mon avis. Un petit carrefour.
quand même pas mal de déchets ici dedans. Là, vous pouvez observer un mur. Allez, regardez là-bas. Donc là, on est au fond. Il n'y a rien de plus. Là, faut vraiment ramper. Hein. Il y a des crânes. Je vais jeter un coup d'œil ici à gauche. Ah. Là, il y a peut-être moyen d'aller plus loin. Mais bon, vu que je suis seul, je vais pas me risquer d'aller là-bas dedans. C'est quand même passablement bouché. Si d'un coup il venait à ne plus y avoir assez d'oxygène ou comme ça, c'est toujours mieux d'être deux. Là, je suis à 10 mètres de la sortie, donc ça va. Mais je vais pas aller plus loin. C'est un endroit où ça vaudrait la peine de revenir à plusieurs. Ce sera certainement au programme pour une prochaine fois. Mais là, maintenant, je vous propose qu'on retourne direction Dallstollen, donc la galerie qui avait été amorcée par le directeur de la compagnie Helvetia. Pour cela, je vais longer encore la paroi rocheuse. Mais c'est étonnant parce qu'il y a tout un mur qui suit le coteau ici. Et derrière ce mur, il y a une espèce de galerie couverte. Regardez. À mon avis, ça devait être un système de canalisation. Parce que là, en aval de ce mur, on retrouve une sortie avec un écoulement ici qui descend. Je ne sais pas s'il y avait encore d'autres prospections qui ont été faites entre la galerie que je viens de voir et la Dallstollen. C'est pour ça que j'ai envie de longer la paroi aussi. Ah, clairement ça, c'est humain comme installation. C'est pas une paroi naturelle. Hein. Bon, rien de spécial, sans doute un mur de protection contre les chutes de pierre. Au-dessus, il y a une falaise, un petit replat, donc rien de très minier. Je vois d'ailleurs qu'il y en a un autre là en bas. Donc voilà, c'est rien qui demande une inspection plus détaillée. Je vais encore jeter un coup d'œil sous le roc là-haut. On voit pas très bien ce que je dis, mais voilà. Il y a un petit creux, je vais aller jeter un coup d'œil. Petite caverne. De nouveau, c'est pas du tout une mine, mais une jolie grotte quoi. Qui est d'ailleurs habitée très certainement par des chamois. Il y a plein de crottes par terre ici. Donc voilà. On va aller vers la Dallstollen, c'est parti. Il suffit de regarder l'état de la forêt pour comprendre que les chutes de pierre et les avalanches sont monnaie courante ici. D'où la difficulté d'exploiter les mines. C'est bon. On y est. La fameuse Dallstollen. Qu'on a visité la dernière fois. On voit ici les rails qui sortent. Et comme je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, je supposais à l'époque qu'il y avait un téléphérique. Eh bien aujourd'hui je peux vous le confirmer. Vous l'avez déjà vu précédemment dans cette vidéo. Donc par ici devait se trouver la station amont du téléphérique qui permettait d'acheminer le minerai extrait jusque vers l'usine en bas, près de la Lonza. 30 ans après la fin de l'exploitation par Helvetia, la mine reprend du service. Donc on est en 1939. Deux ingénieurs suisses décident de relancer les mines de Goppenstein. Ils s'appelaient Schurter et Eberhardt. De nombreuses recherches sont menées, mais malgré tout, le bureau des mines à Berne, qui était l'autorité suprême en ce qui concerne les exploitations minières en temps de guerre, on était en pleine guerre, eh ben, le bureau des mines ne voit pas ça d'un très bon œil, ils ne font pas trop confiance à ce projet. Malgré tout, on fait d'importants travaux ici dans les mines, mais en 1941, un conflit divise les deux ingénieurs. Et du coup, Schurter hérite de la partie sur la rive droite, et on n'entend plus parler de lui depuis ce jour, alors que Eberhardt hérite de la partie sur la rive gauche, celle qui a poursuivi son exploitation jusque dans les années 50. En 1942 déjà, on construit une nouvelle station de traitement au-dessus du cimetière du chantier BLS, là où se trouve en fait l'installation actuelle. Eberhardt fait creuser un immense puits dans le Dallstollen, celui qu'on a vu la dernière fois très probablement, et il fait extraire de la pierre olaire et du talc. Le talc est acheté par l'usine de porcelaine de Langenthal, et cela lui permet d'écouler pas mal de minerais
Malgré tout, le bureau des mines à Berne donne toujours l'interdiction d'exploiter du plomb. Et du coup, toute la structure qui était envisagée par Eberhard ici pour les mines ne peut pas être mise en place, ne peut pas être utilisée. En dépit de ça, les investissements sont énormes en moyens financiers et du coup, Eberhard se retrouve assez rapidement à court de ressources. En 1944, il fait un partenariat avec Joseph Donizotti, un personnage dont vous avez déjà entendu parler, qui était très célèbre pour ses mines d'anthracite dans le Valais. Et il s'est intéressé vers la fin de la guerre aux mines de plomb ici à Goppenstein. En 1946, Eberhard n'a plus les moyens pour payer la concession et il revend la mine à Joseph Donizotti. Ce dernier a flairé un bon filon. Les mines d'anthracite qu'il possédait avec la fin de la guerre, eh bien, ne lui aurait plus rapporté grand-chose. En effet, le prix du charbon de l'étranger devenait concurrentiel à nouveau et il a fait fermer la plupart de ses mines dans les années 40. Donc les mines de Goppenstein avec le plomb, c'était un moyen pour lui de se recycler, on va dire. Et vous verrez que ça n'a pas forcément très bien réussi. Alors anciennement, il y avait encore un chemin qui montait quelque part ici dans la montagne avec des galeries de mines. Ce sera aussi l'objet d'une prochaine exploration, ça. Mais là actuellement, on va se rendre à l'usine de traitement qui se trouve de l'autre côté du torrent ici. Donc on va traverser ça et je vous parlerai en détail de la période Donizotti. Nous y voilà, cette fois on arrive par en haut pour une fois. Est-ce que vous reconnaissez les lieux? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une véritable jungle de venir ici en été. Donc voilà, on va essayer de trouver un petit chemin pour aller vers la Tiebelstollen. Et en attendant, il faut savoir une chose, c'est que Eberhard, il a continué de travailler pour Donizotti, mais peu à peu, il s'est distancé de lui pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont il traitait les ouvriers. C'est un travail très très difficile ici, en raison du climat, en raison des conditions imposées. Et deuxièmement, parce qu'il n'était pas d'accord non plus avec la vision que Donizotti avait pour la future exploitation de la mine. Donizotti voulait remettre en route toutes les installations en haut à 1800 mètres d'altitude et se concentrer uniquement là-haut, on va dire. Alors il n'avait pas tous les torts parce que c'est là-haut que les gisements étaient les plus riches. En 1949, toutes les mines d'anthracite de Donizotti sont fermées. Et du coup, pour économiser, il fait acheminer ici à Goppenstein tout l'ancien matériel de ces exploitations, les chemins de fer, les rails, les wagonnets, les machineries, tout du matériel qui peut resservir ici. Et en 1949, c'est aussi le début de la construction de l'usine de traitement qui est ici en dessous, que vous avez déjà vu. La caverne qui se trouve là derrière était en fait la salle du compresseur. De l'air comprimé était envoyé via la grosse tuyauterie ici, dans la montagne jusqu'aux galeries à 1800 mètres d'altitude. Là-haut, on a également fait construire des cabanes, des cuisines, des ateliers, des dortoirs pour les ouvriers. Toute une installation qui devait permettre à la mine de tourner à plein régime, là où le gisement était le plus riche. En 1951, l'usine est terminée. Une dizaine d'ouvriers travaillent ici sur l'exploitation, mais le travail est vraiment dur, c'est vraiment des conditions affreuses. Mais voilà, c'était la sortie de guerre, les gens ici étaient un peu prêts à tout pour survivre, hein, on peut dire pour survivre. Une fois qu'ils avaient reçu leur salaire, payé la pension, eh ben, il ne restait plus grand chose. En plus, hein, c'était pas un temps où on pouvait se permettre de partir en vacances, on va dire. Le chantier ici de l'usine était à l'image de ce que Donizotti voulait faire de Goppenstein. Un site gigantesque. Je vous ai déjà un petit peu expliqué le processus qu'il y avait ici avec les différents concasseurs. L'idée était, par le biais de ces trois machines, de réduire le minerai le plus finement possible pour pouvoir après extraire le plomb tout simplement et jeter tout ce qui était que de la caillasse. Le minerai terminait sa course dans le grand silo qu'on trouve derrière et c'est à partir de cet endroit que le processus se révèle défectueux et défaillant. Toute la partie inférieure du traitement ici se révèle complètement inefficace. C'était des installations qui ont été récupérées d'une mine d'anthracite. Or, le processus pour filtrer et trier
le minerai n'est pas le même pour le plomb en raison de la différence de densité. Pour cette raison, les mines ici sous Dionisotti n'ont jamais été rentables une nouvelle fois. Il aurait fallu mettre des machines beaucoup plus performantes, une nouvelle méthode. Malgré les conseils de l'un de ses employés, Dionisotti ne reconnaît pas cette erreur. Et lorsqu'il le fait, c'est déjà trop tard. Le prix du plomb étranger est déjà nettement concurrentiel. Il est trop tard pour sauver l'exploitation ici. Deux ans après l'inauguration des installations ici, donc on est en 1953, et bien l'usine ferme. Suite à la fermeture de la mine, des inspections régulières sont effectuées ici sur les lieux et dans les galeries pour s'assurer que ça reste un peu en état, mais ça n'empêche pas le vandalisme de se produire et beaucoup de matériel disparaît. En 1964, Dionisotti remet la concession et 4 ans plus tard, c'est le canton qui reprend la mine. Plus tard, dans les années 80, on effectue des recherches scientifiques, mais déjà le site est en état de dégradation avancée. Il y a pas mal de galeries qu'on ne peut plus visiter et il est prouvé déjà qu'à partir de 1965, la liaison qui existait entre la Tiebelstollen et la Dallstollen était déjà effondrée. La société suisse de recherche historique minière s'est battue longuement pour essayer de préserver ce site. Il y a eu du travail qui a été fait pour entretenir les cabanes, mais comme vous avez pu constater, il y a des gros éboulements qui peuvent se produire ici et c'est très difficile de préserver cet endroit. Néanmoins, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un site unique en Suisse. Les installations qu'on peut observer ici ne se trouvent nulle part ailleurs et il est important de le préserver. Merci donc encore une fois de ne pas dégrader cet endroit. Si vous y venez, respectez-le, n'emportez rien, ne cassez rien. C'est très important pour le patrimoine. Et c'est donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez les notifications pour ne pas manquer de mes vidéos. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle exploration. Ciao, ciao!